Métro, Labo, Dodo, le podcast spécialiste du sommeil. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Métro, Labo, Dodo. Aujourd'hui, je reçois Caroline Joutot, thérapeute spécialiste du sommeil, avec qui j'ai pu discuter des problèmes d'insomnie. Cet épisode, riche en informations, sera divisé en 2 épisodes, alors n'oubliez pas d'écouter les 2 parties pour avoir toutes les réponses à vos questions. Bonne écoute! Bonjour Caroline. Bonsoir Margot, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons donc pour la 2e partie de l'épisode consacré aux insomnies. Pour reprendre la discussion, je me demandais si tu avais un patient type qui vient te voir dans ton cabinet. Alors, pas du tout. C'est vraiment aléatoire. C'est pour te dire. Alors, j'ai quand même de plus en plus des enfants. Okay. J'en ai jamais eu autant que ces 6 derniers mois. Enfin là, depuis la rentrée, depuis septembre. Alors, je sais pas si c'est passé quelque chose dans les écoles, mais en tout cas, il y a de plus en plus de parents avec des enfants, des pré-ados, des ados, et sinon des petits, vers 2, 3 ans. Parce D'accord. que voilà, alors là, ce sont plus entre guillemets des jeunes parents qui ont essayé de faire de leur mieux et qui font peut-être pas au mieux pour le bien-être de l'enfant avec l'expérience qu'ils ont eue, avec ce qu'ils ont envie aussi de. Il y a beaucoup de culpabilité au niveau des parents parce que ils pensent que si ils disent pas tout le temps oui à l'enfant, ils sont pas aimés. Parce qu'ils regrettent, voilà, le matin, il faut réveiller l'enfant tôt, donc du coup, le sortir du lit, l'amener chez nounou parce que les parents vont travailler, la culpabilité parce que le soir, on va vite manger au lance-pierre et puis on va faire le bain à la va-vite. Donc du coup, souvent les mamans, voire et de plus en plus les papas, c'est traîner le câlin parce que ça fait plaisir le câlin, mais l'enfant, il a besoin aussi de limites. Donc faire un câlin pendant 45 minutes, l'enfant, au début, il trouve ça rigolo. Et après, il en a besoin parce que ça fait partie de son rituel. Et donc, du coup, pour repartir dans une bonne dynamique, il faut déjà que les parents acceptent que ce câlin, on peut le faire différemment. Et en tout cas, peut-être déjà en le cherchant l'enfant à la crèche, peut-être en l'impliquant à faire les courses le week-end, avec pousser le caddie, je sais pas, avec d'autres outils, plutôt que de se dire il faut ces 45 minutes de câlin tous les soirs pour se sentir aimé ou pour en tout cas pas culpabiliser. Là, j'ai accompagné encore la semaine dernière un couple et le papa, il n'était pas prêt. Il a les outils pour que son enfant s'endorme plus rapidement, mais au jour d'aujourd'hui, le rituel ne va pas changer parce que lui, il n'est pas prêt. Mais il le sait, il en est conscient. Ouais, donc finalement, tu traites les parents plus que l'enfant dans ce cas-là. Alors je traite pas parce que c'est pas du traitement, c'est juste de la bienveillance en leur expliquant que eux, ils le font par un acte d'amour, mais quand on aime encore plus son enfant, on fait différemment parce que lui, il a besoin de dormir pour grandir et pour se construire. Donc là, il comprend différemment déjà les choses, ils acceptent, mais des fois, ils sont pas prêts tout de suite, mais ça se fait par étapes. T'as d'autres histoires comme ça de patients un petit peu anecdotiques à nous raconter? J'avais une personne relativement âgée qui justement, elle se réveillait toujours à 3 heures le matin. Et elle comprenait pas parce que c'était cyclique. Donc, elle arrivait à dormir relativement bien, on va dire, pendant 3 mois. 3 mois après, elle dormait plus bien. Elle se réveillait à 3 heures le matin alors qu'elle avait encore envie de dormir, mais elle était très fatiguée. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à se rendormir. Et en fin de compte, c'est grâce à l'association de la naturopathie et du feng shui que je suis arrivée à lui poser cette question. J'ai demandé, est-ce que vous avez, quand vous vous levez à 3 heures le matin, les yeux rouges? Et là, elle me dit, je sais pas, je vais regarder, parce que tu vois, elle se levait en pleine nuit à 3 heures le matin, elle allait vaquer à ses occupations tant bien que mal parce qu'elle avait vraiment envie de dormir, mais ça fonctionnait pas. Et elle m'appelle 2 jours après, elle me dit, Madame Joutot, j'ai vérifié, c'est effectivement à 3 heures le matin, j'ai les yeux rouges parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Pourquoi, alors que le rituel d'endormissement, il était bon.
Au niveau alimentaire, c'était bien. Au niveau sportif, c'était bien. Elle était stable au niveau professionnel. Elle avait une famille, elle était aimante. Il y avait pas de problème. Enfin, elle avait l'air vraiment sincère. Elle disait, je comprends pas, je fais tout bien. Et ce que je trouvais aussi, qu'elle faisait tout bien. Mais il y avait ce réveil à 3 heures le matin. Mais c'était épisodique. Donc là, je me suis dit, épisodique, qu'est-ce qui peut être épisodique dans la vie, mais qui va empiéter sur ce sommeil et surtout à ce 3 heures le matin? Et là, je me suis rapprochée de la sécrétion de la bile par rapport non pas à un problème alimentaire qui, lui, la bile, quand la bile sécrète beaucoup, elle rougit les yeux. Mais qu'est-ce qui peut aussi rougir les yeux quand la bile, elle est sécrétée? Mais c'est effectivement ce qui peut rentrer par les yeux ou par les narines, c'est-à-dire les allergies. Et en fin de compte, cette personne était allergique, mais elle ne le savait pas parce qu'elle n'a jamais éternué de sa vie. Elle n'a jamais fait de test non plus, mais ça durait depuis une dizaine d'années. C'était cyclique et elle ne le savait pas. Donc là, je lui ai dit, écoutez, il y a peut-être une probabilité que ce soit au niveau d'une allergie. Orientez-vous vers un allergologue. Donc, elle a eu un rendez-vous 2 mois après chez cet allergologue. Il lui a fait plein de tests et effectivement, elle avait plusieurs allergies et alimentaires, de chocolat, parce que quand cette phase-là cyclique, c'était pendant la période de Noël, et en plus, elle avait des allergies au pollen et en plus, elle avait des allergies aux acariens. Ah ouais. Donc, elle avait 3 allergies différentes, mais en fin de compte, ces 3 types d'allergies, mais correspondaient à ces zones cycliques de réveil à 3 heures le matin. Et quand elle a été suivie par ses non-allergologues, 6 mois après, elle se réveillait plus à 3 heures le matin parce qu'elle était traitée pour ces 3 types d'allergies dont elle ignorait d'ailleurs la nature. Et ça durait depuis 10 ans. Ah ouais, incroyable. Et c'était l'association des œufs rouges avec justement la sécrétion de la bile, avec ses horaires par rapport à la médecine traditionnelle chinoise, qui permettait d'avoir des indications quel était le lien entre la sécrétion, les yeux rouges et la glande pinéale qui, elle, est le chef d'orchestre des ondes cérébrales au niveau de la nuit. Et donc, c'est l'association de ces 3 trucs qui m'a mis sur cette piste d'allergie. Mais j'étais pas sûre de moi, c'est pour ça que c'était lors du bilan. Parce que j'allais pas me dire, je suis sûre que j'ai une allergie et je suis pas allergologue. Mais comme et d'ailleurs, c'est ce que j'ai ressenti aussi, je me dis, si c'est pas l'allergie, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, en fait? Donc, j'étais presque convaincue à 95%. J'avais juste besoin de cette confirmation au niveau de son allergologue. Et d'ailleurs, non seulement ça l'a aidé elle, mais ça a aussi aidé ses 2 filles qui avaient la même allergie qu'elle, mais elles le savaient pas non plus, mais lui ont jamais dit qu'elles avaient des difficultés justement à partir de 3 heures le matin à certaines périodes de la vie parce qu'elles communiquaient pas ensemble, parce qu'elles ne voulaient pas le dire à ses enfants. Mais c'est quand le problème était résolu qu'ils en ont parlé à un repas à table. Et là, la fille, elle dit, ah, mais c'est peut-être pour ça que je me réveille aussi à 3 heures le matin. Et donc, du coup, à travers la maman, la fille, elle a pu être accompagnée aussi avec un allergologue. Elles ont certainement le même traitement. Mais en tout cas, la fille non plus ne se réveille plus alors que la maman, elle a jamais voulu l'enquiquiner à lui dire, pendant 2 mois, je me lève à 3 heures le matin, j'arrive plus à dormir alors que je fais tout bien. Ah, donc voilà une incroyable. petite anecdote. C'est vraiment passionnant. Chaque fois, je pourrais écrire un bouquin. À chaque fois, je crois que je pourrais écrire un bouquin sur les histoires. Mais tu devrais faire un tome. Moi, j'adore ces anecdotes-là. Enfin, on se dit vraiment, il suffit de rencontrer une personne pour trouver un truc qui nous embête depuis des années, quoi. C'est fou. Attends, j'en ai une dernière. Si vas-y, je t'en prie. Après, voilà, ça va pas durer toute la nuit parce qu'on va aller se coucher après. Exact. C'est une maman qui vient me voir avec une petite fille qui a 8 mois, qui s'appelait Maëlle. Et elle comprenait pas parce que la petite, elle paniquait en pleine nuit parce que, alors au niveau physiologique, elle était déjà passée par la case pédiatre. Il n'avait pas trouvé de problématique en soi. Il disait RAS dans le carnet de santé parce qu'elle n'arrivait pas. Quand elle se retournait la nuit dans son lit, se retournait de nouveau sur le dos. Elle était bloquée sur le ventre et donc sa maman, elle avait peur de la mort subite du nourrisson. Sa maman, elle avait peur qu'il va se passer quelque chose. Donc en fin de compte, l'enfant ne dormait pas et la maman ne dormait pas non plus parce qu'elle était toujours en mode surveillance. Parce qu'elle dit, ma fille, à chaque fois qu'elle se retourne, il faut que je la retourne et en fin de compte, il y a un truc qui va pas.
Sauf que cette problématique, moi, m'a posé, on va dire, m'a fait m'interroger parce que cette petite qui, d'après le pédiatre, avait cette capacité, et même dans la journée, avait cette capacité de se retourner du dos sur le ventre et que ça posait pas de problème, pourquoi cette petite fille, systématiquement, vers 19h30, parce qu'elle était petite, elle était déjà au lit à 18h, vers 19h30, ça commençait à 19h30, elle se mettait sur le ventre, elle pleurait comme si elle était dans une détresse infinie, alors qu'elle venait peut-être juste de s'endormir il y a un quart d'heure, 20 minutes, qu'elle alertait sa maman et que derrière, dès que sa maman la remettait sur le dos, elle se remettait sur le ventre. Et donc, sa maman, elle ne comprenait pas. Le pédiatre, il dit, il y a pas de souci. Normalement, elle sait le faire. Elle sait se retourner du ventre sur le dos, sur le dos, sur le ventre quand c'est la sieste l'après-midi. Quand c'est après le deuxième cycle de la nuit. Mais c'est vraiment cette phase, 19h, 21h, où c'est la panique même au niveau de l'enfant. Et là, je demande à la maman, à quel âge elle a eu son enfant. Enfin voilà, son enfant avait 8 mois. Je lui ai demandé par rapport à l'âge que elle avait, donc maintenant présent, par rapport à la chronobiologie que j'utilise aussi, qui fait partie, c'est une sphère de la naturopathie, que quand des fois il y a des événements qui sont, on va dire, imprévisibles, on ne sait pas pourquoi ils sont liés et tout ça, ben la cellule elle a une mémoire. Et c'est le fait de savoir, de connaître l'âge de la maman qui m'a permis, en fonction de l'âge de la maman, de savoir vers quel âge je devais lui poser des questions par rapport à sa jeunesse. Et là, elle me dit par rapport à l'âge qu'elle avait, c'est-à-dire 38 ans, mais qu'il fallait revenir sur son âge, 0,7 ans. Et là, je lui dis, entre 0 et 7 ans, est-ce que vous avez un souvenir où vous étiez dans une configuration comme votre fille, bloquée sur le ventre, avoir un sentiment d'étouffement dans une grande détresse. Et là, elle fait « Ah, j'ai failli me noyer dans la piscine chez mamie. » Et en fin de compte, la petite, à travers les cellules, comme quoi les cellules, c'est magique parce que quand tu portes un enfant, il porte ton histoire et il peut t'aider aussi 30 ans après à régler ton problème. C'est la petite qui savait que sa maman, elle avait encore la phobie de l'eau, qu'elle avait peur par rapport à cette noyade. Et donc, du coup, c'est grâce à cette situation où la petite se retournait sur le dos, sur le ventre, qu'elle n'arrivait pas et qu'elle était en mode panique, que j'ai travaillé avec la maman sur le MDR pour voir si éventuellement cette problématique était liée à cette cause par rapport à sa fille. On a fait 2 séances de MDR en désensibilisation. Mais je peux t'assurer que la semaine d'après, la petite Maëlle, elle se retournait dans les 2 sens et elle pleurait plus. Ouais. C'est un truc de malade. Ouais, c'est magique. C'est magique. Donc, c'est grâce à la petite que la maman, elle a réglé son problème parce que peut-être que la petite, forcément, elle aurait grandi et sa maman, elle aurait encore gardé ce blocage de l'amener peut-être à la piscine, de l'amener à la plage, de l'amener chez bébé nageur. Et la maman elle-même, avant d'avoir fait cette séance du MDR, elle a même jamais osé avouer que même dans son bain, elle est mal à l'aise, elle prend que des douches. Ouais. Ça n'empiétait pas sur son sommeil à elle, mais c'est à travers l'expérience de ce pseudo-étouffement de sa fille, comme si elle était en mode panique où elle allait s'étouffer, qui en fin de compte lui a fait prendre conscience que sa fille n'est pas bien, donc il faut aller voir quelqu'un pour accompagner cet enfant. Mais en fin de compte, cet enfant, elle a juste essayé de transmettre le message: maman, c'est toi qui as besoin d'aide parce que moi, je vais bien, mais toi, tu as encore. Alors, ça peut sembler complètement utopique, mais en fin de compte, c'est en travaillant sur la maman que la petite, elle arrivait à dormir paisiblement. Parce que les cellules, ça vient d'un papa, d'une maman, et donc des fois, on ramasse, on va dire, des bonnes choses, mais aussi des moins bonnes choses. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et souvent, c'est complémentaire quand on devient de maman. Tu le sais très bien. Ça va dans les 2 sens parce que les enfants apportent autant, voire plus, aux parents
où on prend conscience de certaines choses parce que justement, l'enfant, il a ce regard de neutralité et on prend conscience qu'il y a peut-être quelque chose à régler d'abord sur nous-mêmes parce qu'on c'est l'effet miroir avec le parent et du coup, mais c'est génial, quoi. Ouais, c'est clair que les enfants, c'est l'école de la vie, hein. Ah, ça, c'est sûr. Je parle beaucoup, hein. Je vais te laisser parler un Non, petit peu. trop bien, non, c'est génial, mais c'est passionnant, c'est super. Mais du coup, on va effectivement commencer à terminer l'épisode et j'aurais bien voulu que tu nous donnes je dirais 5 conseils un petit peu élémentaires pour ceux qui nous écoutent et qui ont des problèmes de sommeil, les trucs un peu basiques que tout le monde peut appliquer finalement. Alors, le premier truc le plus important, c'est garder un rythme circadien le plus, on va dire, normal, enfin le plus équilibré par rapport à son propre rythme. Mhm. Ça veut dire que à chaque fois que tu vas ressentir un signe de fatigue, ça indique que ton cerveau a besoin de changer de rythme. Donc, quand tu n'arrives plus à te concentrer sur ton ordinateur au travail, quand tu n'arrives plus à faire, quand t'es à l'école, tu n'arrives plus à te concentrer sur ce que le prof t'indique et tout ça, ça signifie que le cerveau, il arrive à saturation un petit peu, il a besoin de se mettre en mode off. Alors, quand je reparle du travail, généralement, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est d'aller à la cafette pour boire un café ou éventuellement un thé. Mhm. Donc, au lieu de ralentir ce rythme, ils le boostent encore plus. Ouais. Ils vont être un petit peu plus speedés derrière, mais en aucun cas, ils vont répondre à la problématique ils vont en aucun cas répondre aux besoins du cerveau qui a demandé de changer de rythme, mais pas pour aller plus vite, mais pour aller moins vite. Mhm. Donc, la fameuse pause idéale, quand on ressent ce signe de fatigue ou de manque de concentration, on peut aller à la cafette, mais on boit un verre d'eau et on prend un grand coup d'air. Ouais. On respire un grand coup, on échange, on dialogue, ou on fait un petit pas, mais en aucun cas on prend un café ou un stimulant qui excite encore plus alors que le cerveau demande à changer de rythme. Ok. Ça, c'est la première règle. Mhm. La deuxième, c'est respecter des horaires relativement corrects au niveau alimentaire. Parce que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, pour sécréter cette fameuse mélatonine le soir, il faut que cette température corporelle descende d'1,5 degré. Sauf que si on grignote toute la journée ou on grignote un petit peu à n'importe quelle heure de la journée, non seulement ça va accentuer cette augmentation de température parce que pour éliminer tout ce on a mangé, ben le système digestif il va chauffer le moteur et donc du coup tu vas augmenter en température, donc ça va encore ralentir cette sécrétion de mélatonine. Mais plus tu vas grignoter dans la journée, plus tu vas empiéter sur ce capital, on va dire, d'efficacité au travail et tu vas avoir besoin de grignoter pour tenir le coup. Parce que si tu fais pas ces fameuses pauses quand ton cerveau te le demande, bah, tu vas en contrepartie grignoter. Donc grignoter, ça veut dire je fais là encore l'effet inverse de ce que mon cerveau me demande, c'est-à-dire ralentir. Là, j'augmente parce que je mets du carburant dans le moteur, donc je fatigue encore plus mon organisme. Et le paradoxe du sommeil, c'est plus tu es fatigué, plus tu vas avoir des difficultés d'endormissement parce que ton corps doit être relativement équilibré aussi bien alimentaire que psychologique pour avoir fait des choses dans la journée, mais pas d'être en mode épuisement. Là, on parle de connaissance de cause par rapport à mon ancien travail. Je veux dire, si tu es à fond toute la journée, tu peux être sûr que tu vas te dire, bon là, je vais me coucher, tu vas pas dormir avant voire 1 heure et demie. Tu es obligé d'avoir un sas de décompression. Mais si ce sas de décompression, tu le fais jamais dans la journée, bah, le soir, tu vas plus l'avoir non plus. Mm. Ça, c'est la deuxième problématique. La troisième problématique, c'est que quand tu grignotes, entre guillemets, tu es plus orienté soit vers le salé, qui n'est pas bon pour l'organisme, soit vers le sucré, qui empêche cette sécrétion de la mélatonine. Donc, encore un mauvais booster pour sécréter cette mélatonine. Le cinquième point, c'est, bon, alors ça, on en parle un petit peu plus souvent de façon régulière, c'est l'activité sportive le soir, c'est pareil, ce sont des activités douces et en fonction du métier que tu fais, pour justement donner l'indication à ton cerveau que tu vas changer de rythme, donc de passer de mode jour en mode nuit, c'est de faire l'opposé de ce que tu fais dans la journée. Si dans la journée tu es intellectuel, le soir tu vas faire une activité manuelle. Si dans la journée tu es manuel, de faire une activité intellectuelle, des mots croisés, voilà, Okay. lire un bouquin, t'instruire, ça va donner l'indication au cerveau que tu changes de rythme. Ça veut dire je passe de mode jour en mode nuit ou de mode nuit en mode jour. Et pareil le matin. Si le matin tu te lèves mais que t'as pas donné l'indication à ton cerveau que tu passes en mode jour,
ben, tu peux des fois prendre jusqu'à 5-6 cafés jusqu'à 10 heures le matin, tu vas encore être fatigué. Pour donner l'indication au mot de jour au cerveau le matin au réveil, c'est avant de sortir du lit, tu t'étires, tu bailles un grand coup, donc une grande respiration profonde au niveau du prana, du diaphragme. Ça donne une inspiration profonde qui donne l'indication au cerveau, je change de rythme, parce que plus les ondes cérébrales, elles augmentent, enfin, elles évoluent dans la nuit, plus elles sont ralenties. C'est un petit peu comme si on était en hibernation. Donc le fait de respirer un grand coup, et ça se fait par le bâillement, si on donne l'indication au cerveau, c'est comme si on ouvre la fenêtre le matin, on prend un coup d'air frais, donc on commence la journée. Sauf que si on prend pas de douche ou une douche un petit peu avec un café, on bâille pas, on s'étire pas, mais on a, entre guillemets, jamais vraiment donné la bonne indication au cerveau qu'on commence une nouvelle journée. Donc voilà, déjà 5 petits points qui peuvent relativement être facilement modifiés, qui sont pas trop contraignants, mais qui vont déjà permettre à la personne d'avoir une journée de meilleure qualité et un meilleur sommeil ou en tout cas un endormissement plus facile le soir. Trop bien. Ça va beaucoup intéresser les auditeurs, je pense. Et à mon avis, il y a plein de gens qui connaissent pas tous les tips. Non, il y en a plein dans mon bouquin d'ailleurs. Justement, on va terminer par ça. Comment s'appelle ton bouquin ou tes bouquins? Alors, les deux s'appellent pareil, donc les causes cachées des troubles du sommeil et de l'insomnie, aux éditions Vérone. Donc le premier, c'est vraiment une chronologie de toutes les petites erreurs. Alors erreur, c'est pas le mot que j'aimerais dire, mais les petits trucs qu'on ne connaît pas parce qu'on ne sait pas tout sur le sommeil, et moi aussi j'ai encore plein de choses à découvrir, qui vont faire que justement le soir on va moins bien dormir ou difficilement trouver le sommeil ou se réveiller en pleine nuit. Donc c'est sourcé aussi, donc j'ai rien inventé sur le sommeil, donc j'explique pourquoi, qui est-ce qui a trouvé ça et qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi de différentes façons pour justement améliorer cette journée pour que le soir, donc du réveil en chronologie, on commence par le petit déjeuner même avant de sortir du lit, jusqu'au coucher, on peut mettre en place pour justement améliorer cette journée au niveau du travail, au niveau de l'humeur, au niveau des repas, au niveau des temps calmes, au niveau de l'organisation et tout ça. Donc ça, c'est le tome 1. Et le tome 2 qui est sorti là début d'année, c'est, je vais te le montrer. Tu le connais, mais bon, même si les auditeurs moi je l'ai vu. Pas. Donc il va être sur 4 thématiques différentes, donc en complémentarité du premier, où il y aura la sphère travail dans un premier temps, où je vais donner des indications aux personnes de comment laisser le travail au travail pour pas le ramener à la maison. Donc c'est pas faire les tâches c'est pas résoudre leurs problèmes à leur place, mais leur donner des outils pour que eux puissent résoudre leurs problèmes ou en tout cas les laisser au travail, mais pas les ramener à la maison. Donc, il y aura déjà plus cette petite machine le soir qui empêche cet endormissement. Alors, je parle au niveau du travail, du télétravail, des horaires décalés, des gens qui font du télétravail, parce qu'aussi de concilier la vie professionnelle quand on est dans un espace familial, on respecte plus trop les horaires, on s'installe sur le coin de la table de la cuisine, on mange en même temps, on est dans le canapé, on dort en même temps. Alors, il y a vraiment plus de règles, mais le cerveau il est perdu et donc du coup on n'arrive plus à dormir. Donc c'est vraiment travail, mais sous toutes les sphères. Aussi travail par rapport aux gens qui sont des grands baroudeurs, des grands voyageurs, des décalages horaires, comment bien préparer une réunion, comment bien dormir dans un avion, comment bien retrouver vite un rythme circadien avec un décalage horaire quand on arrive à destination, si on a un travail important à présenter dans une autre langue, dans un pays étranger. Voilà, vraiment donner toutes ces indications pour que le travail soit le plus efficace, le plus rapide, le plus fonctionnel, sans que ça empiète sur le capital sommeil. Ouais. La deuxième phase du tome 2, ça va générer sur tout ce qui est émotion. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on n'a pas confiance en soi, quand on a peur de tout, quand on se sent seul, quand on est entre guillemets post-dépression après traitement médical bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut améliorer encore pour que justement on reprenne cette confiance en soi et on se dit ok, ça fait partie du passé, mais maintenant c'est du passé, j'ai envie de vivre ma vie, j'ai encore envie de plein de choses j'ai encore plein de choses à découvrir. Qu'est-ce que je peux mettre en pratique? Comment je peux le mettre en pratique au niveau du cerveau essentiellement pour que justement ce 3 heures du matin ne revienne pas quand derrière la problématique a été résolue.
Après, j'aborde la sphère des enfants, donc naissance, on va dire naissance 18-19 ans, jusqu'à ce qu'ils quittent, où ils font des études supérieures universitaires. Pour justement donner les outils aux parents, en fonction de l'âge, l'enfant va avoir forcément, alors même si c'est un bon dormeur, il va forcément passer par des étapes dans sa vie. Le pipi au lit, les cauchemars, les nurésies, c'est le pipi au lit, les terreurs nocturnes, j'ai pas envie d'éteindre la petite lumière, j'ai envie de lire 4 fois la même petite histoire, j'ai envie de garder papa et maman avec moi toute la soirée, j'ai envie de dormir avec eux dans le lit, j'ai pas envie de faire ça, je réveille 4 fois dans la nuit. Alors là, le parent, c'est mode d'emploi. En fonction de l'âge de l'enfant, qu'est-ce que le parent doit faire au mieux pour répondre aux besoins de l'enfant par rapport à ses besoins de sommeil, pour que l'enfant accepte ces conditions dans le respect, la bienveillance, et que les parents derrière puissent se rendormir tranquillement, justement pour que ça se passe bien pour eux aussi. Et j'aborde aussi le feng shui de la chambre à coucher des enfants en fonction de l'âge. Est-ce qu'ils sont en fratrie? Est-ce que ils ont la chambre partagée? Est-ce que quand c'est une maison à étage, où se situe idéalement la chambre des enfants par rapport à la chambre parentale? Est-ce que si c'est un enfant introverti, un petit peu timide ou complètement, on va dire, hyperactif, quelle est l'orientation la plus propice par rapport à un sommeil réparateur, par rapport aussi au tempérament de l'enfant? Donc ça, c'est vu dans la sphère enfant. Après, j'ai abordé, alors je l'ai appelé la sphère climat, mais j'aurais pu l'aborder en tant que saison. C'est pour faire un petit clin d'œil, pas au réchauffement climatique, mais au déséquilibre de la nature. Et nous, on a besoin, en tant qu'être humain, d'avoir cette régularité au niveau de la température pour pouvoir justement dormir convenablement. S'il fait trop froid, on dort pas bien, et s'il fait trop chaud, on dort pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de façon naturelle pour justement garder cette température optimale corporelle pour bien dormir derrière? Alors là, c'est plus basé sur des méthodes de grand-mère, mais qui ont fait leur efficacité et qui sont faciles à mettre en place et qui fonctionnent relativement bien parce que je les ai testés quand il fait trop chaud, trop froid. Et mes clients aussi, des fois, surtout les personnes âgées, quand ils commencent à avoir justement les bouffées de chaleur, mais ces petits coups de pouce de méthode des anciens qui est un petit peu tombé dans les oubliettes, mais j'ai envie de les remettre à l'ordre du jour. Et ils sont vraiment efficaces. On n'a pas besoin d'acheter 4 couvertures, on n'a pas besoin d'acheter 3 climatiseurs ou 2 ventilateurs pour justement retrouver cette température idéale. Et j'ai un petit une cinquième partie, mais que j'ai pas abordée, et c'est un petit clin d'œil d'optimisme. C'est la surprise du tome 2 où j'aborde que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et c'est vraiment partir sur une note positive avec les bienfaits du rire, avec les bienfaits de se dire que même si hier c'était fichu, aujourd'hui on recommence une nouvelle journée, et tous les jours on va pas s'auto-flageller à se dire j'ai encore mal fait. C'est pas grave, c'est en soi, on revient pas à la case départ, on continue avec là où on s'est arrêté, et là on peut que continuer de progresser. Donc c'est des petites citations, c'est avec des exercices de respiration, alors là c'est plus dans la sphère psychologique parce que j'ai aussi un petit peu cette casquette où j'aime bien accompagner pour expliquer aux gens qu'ils font de leur mieux, et donc aussi pour dédramatiser un petit peu comme dans le tome 1, que chacun fait de son mieux, et c'est pas parce qu'on ne dort pas encore qu'on est nul, qu'on n'est pas capable et qu'on n'y arrivera jamais. Donc voilà, c'est pour finir avec la petite touche d'optimisme pour que les gens ils arrivent mieux à dormir derrière. Ouais. Trop chouette. Voilà. Écoute, j'essaierai de mettre les liens dans la description de l'épisode de tes livres notamment, et de ton site internet aussi, si ça intéresse les auditeurs. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'avoir partagé tout ça avec toi. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais ça, c'est mon quotidien, donc. C'est toi l'interviewé, et puis c'est toi qui a le savoir ce soir, donc c'est chouette. Après, je te remercie parce que c'est grâce à tes belles initiatives aussi de faire ces émissions-là, mais que tu permets aussi aux gens justement alors pas systématiquement de venir me voir parce que l'agenda il commence à être un petit peu complet, mais au moins d'avoir cette touche d'optimisme, de se dire que s'il y en a pas trouvé de solution, c'est peut-être parce qu'il existe d'autres solutions justement, et c'est celle que toi tu mets en avant. Donc merci Margot pour tout ce que tu fais et ce que tu proposes, parce que tu accompagnes aussi les gens de cette façon-là à ce qu'ils aillent mieux, et du coup écoute, c'est génial ce que tu fais.
C'est gentil. Mais il y a des solutions à tout de toute façon. Ouais, ouais. Il faut juste trouver la bonne personne en face. Il faut se trouver, exactement. Après, voilà, on est tous complémentaires, donc je ne dis pas que j'ai la science infuse, loin de là, mais c'est vrai que si je peux donner un petit coup de pouce ou même orienter vers un allergologue ou éventuellement un pédiatre, parce que voilà, il y a d'autres problématiques, mais c'est avec grand plaisir parce que la finalité, c'est le bien-être de chacun. Exact. Voilà. Eh ben, merci encore, Caroline. Je te souhaite une bonne nuit. Eh ben, bonne nuit. Que tes rêves se réalisent. Bah, merci. Toi aussi. J'aime bien finir avec ça. Bonne nuit. Ciao, ciao. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Métro, Labo, Dodo. Vous retrouverez toutes les références discutées avec l'invité dans la description de l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en vous abonnant. Si vous souhaitez participer au podcast, contactez-moi sur l'adresse email en description ou en message privé sur Instagram. Je vous souhaite une excellente nuit.